Bonjour Benoît Villon. Bonjour. Que peut espérer Volodymyr Zelensky de la France ? Un appui diplomatique en premier lieu. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky est dans une situation difficile. Il a d'une part la pression militaire russe qui ne cesse de s'accentuer sur le front, une armée ukrainienne qui est en difficulté, et puis de l'autre côté, il y a la pression politique et diplomatique américaine pour lui tordre le bras pour qu'il signe assez rapidement une paix à des conditions qui sont, pour des raisons de politique intérieure, probablement inacceptables pour les Ukrainiens, parce qu'en fait, Zelensky, qui est fragilisé aujourd'hui par une affaire de corruption, se retrouverait dans une situation où les durs, les ultra-nationalistes, refuseraient très certainement une paix qui passerait pour une paix aux conditions de Moscou. Et donc, en fait, il essaye de trouver des appuis là où il peut, c'est-à-dire d'abord au sein des pays européens, pour essayer de faire contrepoids à la pression américaine et au moins récupérer des marges de manœuvre diplomatiques à défaut de pouvoir avoir des marges de manœuvre militaires. C'est la question, oui, parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'engagement de la part des Européens, notamment en termes de soutien matériel, mais on a du mal à voir comment ça peut se concrétiser. Hormis, donc vous dites un soutien diplomatique, c'est vraiment le seul qui peut espérer de la part d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il continue d'y avoir un soutien militaire en termes de fourniture de matériel, même si depuis... Mais quel est l'impact de ce soutien militaire sur le terrain ? Alors en réalité, il est de plus en plus faible. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous avons de moins en moins de moyens à fournir aux Ukrainiens. Beaucoup des stocks qui ont été utilisés pour les équiper se sont vidés. Une partie de ces matériels ont depuis été détruits dans les combats. Et donc, aujourd'hui, on est sur une phase où les Européens cherchent plutôt à aider financièrement l'Ukraine, avec la fameuse question de l'utilisation ou pas des avoirs russes gelés en Belgique auprès d'Euroclear, mais qui est une forme de pis-aller, puisqu'en réalité, ça ne résout pas la situation militaire. C'est-à-dire que pour l'armée ukrainienne, ces milliards, de toute façon, mettront longtemps, trop longtemps vraisemblablement, avant de pouvoir être convertis en ce qui leur manque, c'est-à-dire des armes. Et puis surtout, ce sur quoi les Européens ne peuvent pas les aider, c'est la crise du personnel. L'armée ukrainienne est une armée qui est en déficit structurel d'hommes. Alors, c'est très intéressant justement de s'arrêter sur ces points-là. D'abord, question. Est-ce que la Russie peut tenir un effort de guerre long contre l'Ukraine ? Je retourne ma question. Mettons que Zelensky refuse de signer le plan de paix en l'état. Mettons, ça fait beaucoup de mettons, mais que finalement Donald Trump fasse volte-face et dise bon, on arrête là, les Russes ont des exigences trop fortes et on affaiblirait trop la situation si on faisait un traité de paix en l'état. Bon, c'est pas ce vers quoi on s'oriente, mais mettons. Est-ce que dans ces cas-là, ça gêne beaucoup la Russie? Est-ce qu'elle peut continuer à faire la guerre comme elle l'a fait depuis 2022 ? Oui, elle peut continuer. Alors, pour contextualiser un petit peu cette réponse, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler d'abord la chronologie et puis quelques chiffres, notamment sur les chiffres de pertes russes qu'on peut connaître grâce à l'ONG Mediazona, qui fait des comptages en fait des registres de décès en Russie et qui n'est pas un organisme officiel. Qui n'est pas un organisme officiel russe, dont on peut penser que du coup travaille avec la BBC et dont la crédibilité est relativement importante de ce fait. La Russie est à l'offensive sur le front du Donbass principalement, mais avec des fronts secondaires de part et d'autre du Donbass, au niveau de Kharkov et puis au niveau de Kharkiv et au niveau de l'oblast de Zaporijjia, donc plus près du Dniepr. On va voir justement la carte. Oui, il va falloir une carte. La Russie est à l'offensive depuis octobre 2023. Contrairement à ce que beaucoup d'observateurs avaient pensé, qu'il y aurait des pauses en fait, c'est-à-dire que ce seraient des offensives saisonnières et puis qu'ensuite on assisterait à une cessation des offensives pour reconstituer les moyens et puis repartir l'année d'après. En réalité, l'offensive ne s'est jamais interrompue depuis octobre 2023. Même l'incursion ukrainienne à Koursk, même si elle a ralenti le rythme de progression des Russes, n'a pas obligé la Russie à interrompre son offensive. Donc on a une soutenabilité dans le temps de l'offensive russe. Cette soutenabilité, elle s'explique par le fait que les Russes perdent en réalité moins de leurs moyens, et en particulier de leurs moyens humains,
que vraisemblablement les Ukrainiens. Donc je suis allé regarder les chiffres de pertes vérifiés. Mediazona aujourd'hui, depuis 2022, enregistre un peu plus de 149 000 tués confirmés russes. Ils ont une estimation autour de 220 000 hommes tués. Ce qu'on constate en revanche quand on observe les rythmes de perte hebdomadaires, c'est une année 2024 extrêmement intense avec un rythme de perte qui est de l'ordre de 800 à 1200 et j'ai noté un pic à presque 1400 tués russes par semaine. Mais depuis la fin de 2024, on voit une tendance baissière. Alors il faut toujours être prudent parce qu'il faut un certain temps à Mediazona pour éplucher les registres de décès et donc avoir des chiffres à jour. Mais néanmoins, il me semble qu'il y a une tendance qui est claire, c'est que après une année 2024 extrêmement intense, l'armée russe perd presque 2 fois moins d'hommes en 2025 qu'elle n'en perdait en 2024. Pourquoi ? Parce que l'armée ukrainienne en face a subi également des pertes considérables en 2024. En 2024, les Russes ont mis la pression, usé les ressources ukrainiennes. Les Ukrainiens leur ont, entre guillemets, servi une partie de leurs réserves à Koursk, qui a permis aux Russes de donc, les user davantage. Et en 2025, les Russes ont moins d'opposition en face. Ok. Question. On reviendra sur Koursk parce que c'est intéressant. Le ratio, donc vous parliez à peu près donc, à un rythme de 1400 tués russes par semaine. Au maximum. En réalité, on est plus autour de 1 millier. Bon, entre 1000 et 1400. Le ratio ukrainien, horrible de parler comme ça. Mais... On ne le connaît pas. Oui, c'est une comptabilité macabre, mais qui est inévitable si on veut comprendre ce qui se passe. On ne le connaît pas. L'ordre d'idée ? Il est très vraisemblablement supérieur à celui des Russes pour plusieurs raisons. La première est le différentiel de puissance de feu entre les forces armées russes et les forces armées ukrainiennes. Les Russes font appel à de l'aviation, beaucoup plus que les Ukrainiens. Les Russes ont plus d'artillerie que les Ukrainiens. Et puis les Russes, en 2024, ont pris la supériorité aux Ukrainiens dans le domaine qui leur permettait de faire un petit peu la différence, qui est celui des drones. Et donc, les pertes humaines et matérielles ukrainiennes sont forcément au moins équivalentes et vraisemblablement supérieures à celles des Russes. Ce qui explique sachant que les réserves ukrainiennes sont moins... importante que oui, on a un bassin de recrutement qui est celui d'un pays de 28 millions d'habitants contre celui d'un pays de 140. Et que, effectivement, dans ces cas-là, on se dit, si on a moins de personnel, on compense par les armes, par l'artillerie et par l'aviation. Mais si on perd la bataille de l'aviation plus la bataille de l'artillerie, ça devient compliqué. Exactement. C'est ce que je comprends. Intéressant, peut-être un point sur Koursk, puisque vous êtes un spécialiste, notamment de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier de l'armée soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le fait que les Ukrainiens soient allés jusqu'à Koursk, est-ce qu'on a vu un espèce de revival de quelque chose que l'on voit très souvent quand on observe la guerre les Russes ou les Soviétiques faire la guerre, c'est-à-dire ils ont l'ennemi qui vient très 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 près de chez eux, mais s'éloignant de ses bases, l'ennemi s'épuise quand il arrive dans le Bourbier russe. Napoléon. Alors là, on le voit sur la carte, c'est la petite zone rouge qui est en haut de la carte. La pénétration ukrainienne n'a rien de comparable avec la marche à Moscou de Napoléon. Les Polonais au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, les Russes, les nazis et Napoléon étaient allés quand même beaucoup plus loin. On ne parle pas du tout de la même chose. En fait, la façon dont j'interprète, on saura évidemment le fin mot des choses quand on aura accès aux documents des deux camps, mais la façon dont j'interprète cette offensive de Koursk, c'est une tentative des Ukrainiens de détourner les Russes du front du Donbass et d'ouvrir un front secondaire, un abcès de fixation, et puis de marquer des points politiques, notamment vis-à-vis des Occidentaux, en leur montrant que l'Ukraine était encore capable de mener des opérations offensives et de surprendre son adversaire. Alors l'effet de surprise initial, il a été relativement... il est avéré, les Russes ont été un petit peu déséquilibrés pendant un temps, ils se sont très vite réadaptés, ils ont redéployé des réserves parce qu'ils en avaient justement, et ça s'est transformé en abcès de fixation, mais pour les Ukrainiens cette fois-ci, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils étaient rentrés dans le territoire russe, politiquement c'était compliqué de lâcher leurs gains, et les Russes en ont profité pour en fait user pendant plusieurs semaines, pendant quelques mois, les réserves de l'armée ukrainienne, les réserves stratégiques de l'armée ukrainienne, qui leur manque aujourd'hui pour faire face aux offensives russes. Bon, d'un autre côté, on annonce depuis très longtemps que l'Ukraine est à genoux, que les Russes s'imposent, et finalement la guerre dure.
est-ce que l'Ukraine, et quels sont les moyens de l'Ukraine encore de tenir, ou de quoi aurait-elle besoin encore de tenir pour pouvoir, entre guillemets, passez-moi l'expression, se refaire? Alors, se refaire, ça semble, enfin, très, très honnêtement, je ne veux pas être complètement pessimiste, mais je ne vois pas dans quelle configuration l'Ukraine a la capacité de se refaire. Aujourd'hui, elle n'arrive déjà pas à stabiliser le front tel qu'il est, tel qu'il est. Elle recule. Elle ne s'effondre pas. Ça, c'est un fait. L'armée ukrainienne n'est pas en train de s'effondrer. Il y a des défaillances locales, mais elles restent locales. Il n'y a pas une défaillance générale. Maintenant, toutes les tendances, si on regarde les indicateurs, les tendances sont plutôt au rouge pour les Ukrainiens. Ce qui leur manque pour se refaire, c'est des hommes. Plus que du matériel, en réalité, ce sont des hommes, mais pas des hommes jetés dans la fournaise des combats. Des hommes entraînés, constitués en unité, et qui peuvent être engagés pour des objectifs qui sont stratégiquement pertinents, c'est-à-dire user à leur tour les réserves russes, ou bien marquer un coup d'arrêt, et ensuite, sur la base de ce coup d'arrêt, négocier. Parce qu'en réalité, là où les Américains... Et d'ailleurs, le raisonnement me semble être celui des États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis, quand Trump le dit à sa manière, mais dit que voilà, les choses ne se passent pas très bien, entre guillemets, pour lui en Ukraine, c'est simplement qu'effectivement, militairement, plus le temps passe, plus la position de négociation de l'Ukraine et de ses alliés se dégrade. Les Russes le savent très bien, et c'est pour ça qu'eux jouent au contraire le pourrissement des négociations. Je n'ai pas le sentiment que Poutine soit extrêmement pressé aujourd'hui de signer un accord de paix, parce qu'il sait, ou pense en tout cas, que plus le temps va passer, plus les conditions qu'il pourra imposer seront importantes. Parce que si je suis, le risque pour Poutine aujourd'hui, c'est que finalement, si Zelensky cède aux pressions américaines et cède à un accord de paix, ces durs dont vous avez parlé, et en particulier s'ils viennent de l'armée, ont des arguments pour dire peut-être qu'on reculait, mais on ne s'effondrait pas, on avait les moyens de durer encore pendant le combat, ce qui peut provoquer un retour de combat, un retour de conflit. C'est le fameux Paris, ce qu'on appelle le Paris d'Iéna, notamment. Oui, et il y a un précédent historique, hein, c'est l'armistice de 1918. Quand l'armistice est signé le 11 novembre 1918, l'armée allemande est en train de se désintégrer, mais ne s'est pas complètement effondrée. En tout cas, pour une partie du corps des officiers et de la classe politique allemande, il n'y a pas eu d'effondrement. Il y a eu le fameux coup de poignard dans le dos, qui est un mythe, mais qui va être ensuite l'un des mythes qui va être utilisé par Hitler pour préparer la revanche. Et donc oui, les Russes, qui vivent aussi dans ce mental historique, ont forcément envie que leur victoire soit indéniable par la totalité des parties. Vous êtes un spécialiste de l'art opératif, en clair, l'art de mener une guerre en concevant et lançant des opérations. Vos travaux ont montré que les Soviétiques ont été des experts en la matière. Est-ce que les Russes l'ont été au cours de ce conflit ? Ils ont eu des déconvenues importantes en 2022, hein, je veux dire très, très clairement. La première déconvenue, c'est qu'ils n'ont pas réussi à renverser Zelensky. Exactement. Le plan c'était pas de faire la guerre pendant plusieurs années. L'opération militaire spéciale, telle qu'elle a été conçue initialement, c'est un échec. Un échec qui est fondé probablement sur une grave sous-estimation de l'état de préparation et de la volonté de combattre des Ukrainiens, et puis sans doute une surestimation des capacités de l'armée russe ou de la préparation de l'armée russe, qui en réalité n'avait jamais mené d'opération de cette ampleur-là depuis la chute de l'Union soviétique. Ce que les Russes ont montré, en revanche, c'est, comme les Ukrainiens d'ailleurs, une réelle capacité d'adaptation. Ils ont su être pragmatiques. Et depuis, ils ont adopté ce qui est une conception des opérations qui est fondée sur l'usure de l'adversaire. C'est-à-dire, prenant acte du fait qu'ils n'arrivaient pas à imposer la victoire rapidement, ils sont rentrés dans une logique d'attrition, une logique d'usure, qui est en train aujourd'hui de porter ses fruits. Et les Ukrainiens aussi ? Les Ukrainiens se sont trouvés dans une situation un petit peu plus compliquée. Je pense que l'erreur stratégique ukrainienne, elle s'est faite un peu plus tard. C'est-à-dire que face à la divine surprise, hein, finalement, de leur résistance à la Russie, puisque même les Américains n'y croyaient pas en 2022, les Ukrainiens ont considéré à leur tour que les Russes étaient plus faibles qu'ils ne l'étaient en réalité. Et c'est l'offensive de l'été 2023, préparée avec les moyens occidentaux qui commencent à arriver, et qui se heurte à une armée russe qui, elle, a eu le temps de se rétablir et de retrouver
confiance en elle d'une certaine manière. À partir de là, l'Ukraine n'a pas démontré qu'elle avait une stratégie efficace. C'est-à-dire depuis l'été 2023, je pense que l'Ukraine est sans solution stratégique et il y a une dichotomie de plus en plus importante entre ses buts de guerre qui sont recouvrer la totalité de son territoire et ses moyens militaires qui vont en s'amenuisant et ne le lui permettent pas du tout. C'est une question qu'on pose sur le live text du Figaro qu'on peut retrouver sur le site du Figaro. On suit en temps réel justement les négociations et puis ces rencontres qui se passent à Paris et puis celles qui va se passer demain à Moscou. Que pèserait une armée européenne face à la Russie? C'est la question. Alors déjà, l'armée européenne, ça n'existe pas. C'est l'armée des États, des différents États européens. Et c'est là que commence la dimension d'incertitude. Parce que vous avez des armées comme l'armée française qui sont des armées relativement aguerries, qui sont des armées qui sont bien préparées. Vous avez des armées comme l'armée allemande qui sont en pleine reconstitution et qui donc vont prendre plusieurs années avant d'être efficaces au combat. Et puis vous avez des armées de plus petits pays qui ont donc moins de moyens, pas d'expérience du combat non plus, et donc il y aurait le niveau serait disparate, si vous voulez, entre ces différentes armées qui travaillent en coalition dans le cadre de l'OTAN, donc elles ont des procédures communes, mais aujourd'hui elles sont clairement pas prêtes à faire la guerre, et puis surtout pas à faire la guerre dans les conditions qu'on observe en Ukraine, notamment le facteur des drones qui reste complètement sous-développé, que ce soit en offensif ou pour s'en défendre au sein des appareils militaires européens. Donc elle pèserait certainement plus que l'armée ukrainienne, parce qu'il y a des moyens, notamment aériens, que les Ukrainiens n'ont pas. Maintenant, ce serait là encore une guerre d'usure, une guerre d'attrition, et donc se poserait la question de la résolution politique à mener une telle guerre. Merci beaucoup Benoît Villans, c'est très intéressant toujours de vous entendre. Alors ce que je conseille, puisqu'on doit clore hélas cet entretien, c'est de lire vos livres. Conduire la guerre, c'est aux éditions Perrin. C'est un livre absolument exigeant mais vraiment indispensable pour comprendre la conduite de la guerre et on réfléchit différemment après vous avoir lu. Je signale aussi votre dernier livre, La Deuxième Guerre mondiale en cartes, et c'est les opérations de la Seconde Guerre mondiale en 100 cartes. C'est toujours avec l'excellent Jean Lopez et Nicolas Aubin, et c'est toujours chez Perrin. Merci beaucoup. Merci.